Et notre manière de faire, c'est de tenir les engagements qu'on prend. Donc sur le précédent mandat, on a tenu un peu 95% des propositions qu'on avait faites, même sans doute un peu plus, on dit 95 pour pas dire presque 100, mais voilà, quasiment tous les engagements qu'on avait pris. Alors c'est très important parce que la politique, c'est ça, c'est faire des propositions mais les tenir les engagements. Et une des raisons souvent de la désaffection et de la crise de la politique, elle tient à ça, c'est-à-dire de fait, notamment le président de la République, puisque forcément l'élection la plus importante, c'est celle du président de la République, le président de la République qui ont présenté des propositions et puis qui ne les ont pas tenues, qui ne les ont pas fait. Et donc du coup, ça écœure une partie des gens. Donc je voulais vous rappeler ça. Depuis notre dernier atelier, il y a un fait politique qui est intervenu qu'il ne faut pas passer sous silence. C'est la décision, l'annonce par le Front National, qui s'appelle maintenant le Rassemblement National, de présenter une liste à Nanterre. C'est évidemment, j'ai envie de dire, presque grave pour notre ville. D'abord parce qu'ils n'avaient pas osé présenter une liste depuis l'an 2000. Et évidemment, il ne faut pas banaliser cette question-là, même si ces dernières années, aux élections législatives, ils avaient fait de petits scores. Je pense que ça doit sans doute donner l'envie de se mobiliser encore un peu plus pour qu'il n'y ait pas de conseillers municipaux au Front National au conseil municipal de Nanterre. Voilà, parce que je pense que Nanterre n'a pas besoin de cela, bien au contraire. Elle a au contraire besoin de tous ses habitants, de tous ses acteurs, de l'échange, bien sûr, des propositions, des idées des uns et des autres, mais pas celle-là. Dernière chose, comme ça après, je ne vous le dirai pas ce soir. Donc, comme vous le savez, on a appelé, j'ai appelé publiquement les citoyens qui souhaitaient être candidats de présenter leur candidature. Donc, à chaque fois, dans chacun des ateliers, on a à la fois débattu des propositions, et puis j'ai lancé cet appel. Donc, à ce jour, il y a donc 36 citoyens de Nanterre qui ont déposé leur candidature. Il y en a 25 qui sont venus se présenter lors d'une assemblée que Nanterre et Plus avait convoquée. Et il y en a 34 qui ont confirmé leur candidature puisque on leur a demandé. Alors, on a évidemment avancé les critères sur ces candidatures, notamment un critère simple déjà, c'est homme-femme. Il faut qu'il y ait autant d'hommes et de femmes, d'abord parce que c'est la loi, ou d'abord parce que c'est nécessaire pour une ville qu'il y ait autant de femmes que d'hommes au conseil municipal. Et puis celui du quartier, puisque comme vous le savez, il y a 10 quartiers à Nanterre, et donc c'est important que les candidats soient issus des 10 quartiers de Nanterre, ainsi que les parcours ou les origines, puisque c'est important aussi qu'il y ait des gens d'un peu de divers milieux, de la diversité de Nanterre, qui soient retenus. Et donc nous avons proposé donc, de faire une assemblée citoyenne le 13 décembre à la maison du chemin de Lille, où seront invités tous ceux qui veulent participer de la décision. On leur demandera simplement deux choses. D'abord, de déclarer sur d'honneur qu'ils ne sont pas membres d'un parti politique, puisque donc les partis politiques eux-mêmes, chacun aura, en tout cas pour ceux qui seront sur la liste que je conduirai, donc les partis de gauche auront leur candidat. Donc là, il s'agit de candidats citoyens. Et puis deuxièmement, on proposera à toutes les personnes qui voudront assister qu'ils s'engagent à soutenir la liste que je conduirai. Puisque évidemment, choisissent les citoyens ceux qui s'engagent autour de cette liste. Ça ne peut pas être les listes adverses qui viennent choisir pour nous ceux qui seront dessus. Voilà, donc le 13 décembre, 19h, au chemin de Lille, à la salle du chemin de Lille.
Sur ce, je laisse la parole à Eric ou à Samir, je ne sais pas. Eric. Merci. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, même si c'est bon là? Je vais essayer de ne pas être trop long, même si ce qui a été préparé sur un sujet comme ça, il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est que je voulais excuser Marie-Claude Garrett, puisque beaucoup d'entre vous avez vu sur l'invitation qu'elle devait être à ma place pour présenter, introduire ce débat, et elle a des très sérieux soucis de santé de sa mère qui l'empêche d'être là ce soir, et je voulais la saluer parce qu'elle avait pris depuis 11 ans le relais de Michel Laubier comme présidente de l'office HLM, et elle a assumé cette tâche, je crois, avec dévouement et avec honneur. Alors, donc, la première chose, c'est des éléments de contexte sur la situation. Donc, Nanterre, c'est 96 000 habitants, 40 000 logements. Là-dessus, en gros, la moitié sont des logements familiaux. Et socio-familiaux, tu as raison, et 3000 places d'hébergement. Ça, c'est important à noter. Quand on prend tout le territoire Paris-Ouest, la Défense, la moitié des places d'hébergement sont sur Nanterre. Donc, le deuxième élément qui est vraiment également très important, c'est les prix. Donc là, vous voyez qu'on est dans un contexte de prix immobiliers qui sont... alors là, c'est les prix dans l'ancien, vous verrez, il y a d'autres prix un peu plus loin. On est dans des ordres de grandeur, certes élevés parce qu'on est dans les Hauts-de-Seine, mais nettement moins élevés que toutes les villes avoisinantes qui s'échelonnent entre 5 300 euros jusqu'à 10 000 euros le mètre carré à Neuilly. Et donc, c'est dire la pression du marché immobilier, d'un marché immobilier qui est celui du territoire, fait pour être toujours plus sélectif, pour qu'il y ait seulement les familles les plus riches qui s'installent à proximité de la Défense. Donc là, des données aussi à avoir en tête. Donc 6 000 ménages nantériens demandeurs d'un logement social, 1100 attributions annuelles de logements sociaux, dont 162 sur le contingent ville, et autour de nous, 8 des villes du territoire de Paris-Ouest et la Défense qui sont hors la loi, c'est-à-dire sous les 25% de logements sociaux. En gros, pour les maires de ces communes, le droit au logement, c'est bon, mais pour les autres. Et donc, on est dans un contexte, évidemment, qui est un contexte actuellement difficile sur l'Île-de-France. 400 000 demandeurs de logements sociaux en 2010, 720 000 en 2019, pour à peu près le même attribution. Et donc, un délai théorique, si on fait la simple projection de ces chiffres, qui passerait déjà de 5 ans d'années d'attente et à 9 ans. Donc il y a une véritable crise du logement dans la métropole qui est un élément majeur du contexte. Alors dans ce contexte, on essaye de faire toute notre politique est axée en faveur du logement pour tous et toutes dans la diversité des réponses nécessaires. On cherche à lutter. Alors là, c'est les prix en neuf, donc c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait les mêmes prix que ce que vous avez eu tout à l'heure. Donc le prix en neuf, là aussi, on a réussi à limiter l'augmentation des prix. C'est des choix de la municipalité, parce qu'il ne faut avoir aucune illusion là-dessus. On l'a vu avec d'autres cas, quand d'autres équipes municipales de droite sont passées en tête, ça a vite fait dans notre territoire de rattraper les prix des villes d'à côté. Je pense à Levallois, qui était une ville très populaire il y a 30 ou 40 ça, et qui maintenant se retrouve à 10 000 euros le mètre carré, c'est-à-dire le même prix que Neuilly. On voit que Nanterre, l'effort pour contenir
les prix est réel et on a un prix plafond imposé aux promoteurs. Alors là, donc c'est des éléments extrêmement importants. Donc depuis 2012, 4300 logements supplémentaires qui ont été construits. C'est en net là, hein, ce qui en plus au total. On imagine s'il n'y avait pas eu cet effort de construction, la situation dramatique qu'il y aurait dans la ville. Donc c'est important que l'équipe municipale qui a été choisie par les électeurs en 2014 ait fait ce choix de construire et de construire de manière diverse. Il y a 2600 logements qui sont dans les logements supplémentaires, qui sont des logements en propriété, des logements en acquisition. Alors là, il y a une chose importante à avoir en tête. Dans les logements qui sont vendus, il y en a une partie qui va à des propriétaires occupants, une partie aux locatifs privés. Dans la dernière période, ce qui a le plus augmenté à Nanterre, c'est le locatif privé. Quand on prend l'INSEE, dans les 5-6 dernières années, on a 1200 logements de locatifs privés en plus. Le locatif privé à Nanterre, j'ai encore regardé les chiffres avant l'assemblée de ce soir pour vérifier, on est à 18 € le mètre carré. Un F3, même un petit F3 hors chauffage, on est à 1200 €, 1300. Donc on voit que c'est inaccessible pour beaucoup de familles. Alors évidemment, dans ce contexte, notre effort est important. Il s'agit de construire des logements en accession encadrés pour les Nantériens, 600 logements en accession encadrée qui ont en plus permis à des ménages de sortir du parc social et donc de créer de la mobilité, et à 30% de moins que le prix de marché, c'est-à-dire 3600 €. Je signale quelque chose qui est important pour tous ceux qui ont en tête des projets d'accession à la propriété. Le gouvernement et le président ont supprimé l'APL pour les accédants. C'était 400 ou 500 000 personnes en France qui pouvaient rembourser les emprunts grâce à l'APL accédant. Elle n'existe plus. Dans le locatif HLM, le gouvernement a imposé aux organismes HLM de compenser en baissant les loyers de ceux à qui il avait baissé les APL. Donc ça met en difficulté les organismes HLM, mais c'est neutre. Par contre, il n'a pas fait la même chose en imposant aux banques de compenser la perte d'APL pour les accédants. Donc ça, c'est une donnée qui nous inquiète pour l'avenir. Et 1100 logements HLM en plus. Donc j'attire votre attention sur ce chiffre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été propagées, comme quoi on détruisait les HLM, on était des ennemis du logement social, etc. Il y a plus de 1100 logements de plus sociaux qu'il y en avait en 2012. Alors ça, c'est pour montrer la diversité des constructions nouvelles. Il y en a eu dans à peu près tous les quartiers. Je vais vite. On continue de construire des logements sociaux. C'est ce que je viens de dire. La particularité de cette offre, elle est maintenant répartie dans des constructions où il y a à la fois des copropriétés, où à la fois il y a des logements en vente et des logements sociaux. Et cette offre où il y a à la fois de l'accession et des logements HLM représente maintenant 15% du parc social de la ville. Et dans 8 résidences, c'est même les paliers qui sont mixtes. Donc il y a cet effort pour la mixité. Du point de vue des endroits, l'ensemble de la mixité, on a cherché à faire construire plus là où il manquait de logements sociaux et en même temps rééquilibrer le taux de logements sociaux dans les quartiers qui étaient de manière prépondérante en locatif social, ce qui permettait aussi aux gens de créer des parcours qui leur permettent, s'ils voulaient accéder à la propriété, de rester dans le quartier et pas forcément de changer de quartier. Donc la part de logements sociaux dans les quartiers
prioritaire politique de la ville était de 63% en 2012, elle est de 53% en 2018 dans ces quartiers. Donc là, c'est l'évolution par quartier, c'est ce que vous voyez de manière très précise par quartier, ce que je viens d'expliquer. Je passe vite pour laisser le maximum de place au débat. Alors, on a essayé aussi d'améliorer la transparence et l'équité dans l'attribution des logements. Depuis 2006, la ville a un seul critère de traitement des demandes, l'ancienneté. L'Office a instauré un barème municipal pour les demandes de mutation, avec critère l'ancienneté de la demande, la suroccupation ou la sous-occupation du logement. Alors, vous verrez ça, d'une part, pour ceux qui n'y avaient pas fait attention, dans Nanterre Info, maintenant, régulièrement, il y a le bilan des attributions et pour chaque mois, voilà, pour le contingent communal. Et dans Cité Mag, depuis, je crois, novembre, vous avez une page avec le bilan des mutations par type de logement, par quartier, etc. Alors évidemment, tous ces critères de transparence, on est à l'écoute de vos suggestions pour les améliorer. Alors, d'autres domaines d'action, des résidences étudiantes, 2700 places à Nanterre, 80% social, 20% privé, 500 places en plus, lutte contre l'habitat insalubre. Nanterre a été pionnière et on a moins de 2% maintenant du parc potentiellement indigne. Poursuite de la rénovation des logements, que ce soit dans le parc privé, 900 ménages propriétaires aidés depuis 2014, 2700 depuis 2001. Et dans le logement HLM, poursuite aussi de l'effort de rénovation, de grands travaux, 1000 logements de l'Office dont les façades ont été ravalées. Et je ne parle pas des réhabilitations qui ont déjà été évoquées dans une autre rencontre. Alors, donc, quelle perspective maintenant? Donc, d'abord, poursuivre la transformation engagée. Là, on a dans les prochaines années 3500 logements qui seront livrés d'ici 2023, avec notamment une accélération à partir de 2022 pour les GROU. Poursuivre la rénovation des grands quartiers populaires, Pablo Picasso, chemin de Lille. Poursuivre notre effort de la mixité, y compris ce dont on a parlé tout à l'heure de mixité au palier. Évidemment, le logement pour tous et tous reste l'axe de notre politique. Donc maintenir les 40% de logements sociaux dans chaque opération neuve. Lutter contre la hausse des prix. Alors, en plus de ce qu'on fait pour peser sur les prix des promoteurs, on va essayer d'expérimenter un dispositif de bail réel solidaire. Il faudrait presque une réunion spécialement là-dessus. C'est un peu complexe comme ça, on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est un dispositif qui permet de dissocier le foncier, de mettre à l'écart le foncier dans l'acquisition de logement, de permettre qu'il soit porté. Et donc on va essayer d'expérimenter ça. Il y a un projet d'habitat participatif au GROU. Il y en avait déjà eu un, vous vous souvenez, à côté du chemin de Lille. On va reprendre cet objectif et poursuivre évidemment la rénovation de l'habitat privé et la lutte contre l'habitat insalubre avec un dispositif de veille et d'observation des copropriétés. Poursuivre aussi la transparence sur les attributions et dans la gestion des attributions et des mutations. Je vous ai parlé de ce qu'on fait sur la publication des anciennetés dans Nanterre Info, l'anonymisation des dossiers en commission d'attribution. J'ajoute dans cet effort de transparence qu'on n'a évidemment pas la maîtrise de l'ensemble des logements. Je pense en particulier aux 1%. Et les salariés savent que de ce côté-là, il y a une certaine obscurité dans les critères qui font que telle ou telle proposition est choisie. Dernière chose, c'est un sujet qui est vital pour la commune. La loi Elan oblige
à fusionner dans chaque territoire les offices HLM. Alors, vous imaginez ce que ça veut dire avec la fusion de l'office municipal de Nanterre avec les offices de Levallois, de Puteaux et de Courbevoie, qui sont dirigés par des élus qui ont des conceptions totalement opposées du logement social et qui cherchent à le marginaliser. Donc évidemment, il est vital pour la commune de préserver cet outil. Donc pour éviter que l'office soit fusionné au sein d'un office territorial sur lequel on n'aurait pas prise, la seule solution est qu'il change de statut. Et donc l'objectif est d'engager sa transformation en société coopérative HLM. C'est un statut de HLM qui fonctionne déjà, qui a été expérimenté depuis des décennies dans beaucoup d'endroits et qui aura même l'avantage d'élargir la palette des compétences de ce que peut faire cet organisme. J'ai parlé tout à l'heure des bails, des baux réels solidaires pour des opérations d'acquisition pour limiter pour les accès dans le coût du foncier. Cet organisme-là, l'Office HLM transformé en coopérative, pourra faire ce type d'opération d'accession et bien d'autres possibilités. Donc ça, c'est un des grands enjeux des mois qui viennent. Je vous remercie de votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc on va passer au moment où on va commencer l'échange. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient intervenir sur ce qui a été dit Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Il fallait comprendre, il y a des sujets qui sont... Y compris pour moi, j'ai eu du mal. Merci. Bonjour. Donc, je voulais revenir, en fait, j'ai le petit flyer, donc je vais me baser sur le flyer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand vous parlez de mixité, de quelle mixité vous parlez. Est-ce que c'est la mixité sociale, économique, sociologique? Est-ce que c'est la mixité locataire-propriétaire? Parce que si on veut vraiment favoriser la mixité sociale dans tous les quartiers, hein, puisque c'est précisé dans le flyer qu'on veut favoriser une mixité sociale dans tous les quartiers, il faudrait déjà peut-être arrêter de parquer certaines populations dans certains endroits de Nanterre. Je parle du Parc Sud, je vis au Parc Sud, et de proposer aussi aux familles qui le souhaitent d'être mutées dans des quartiers autres que le Parc Sud. J'ai l'impression qu'on est en prison ici, qu'on ne peut pas bouger, et si éventuellement on bouge, c'est pour aller aux Ilina, pour aller aux Pâquerettes, mais jamais au Mont-Valérien, et jamais du côté du centre-ville. Ça, c'est pour la ghettoisation, et ça, c'est pour essayer aussi peut-être Il y a un cercle vertueux. La semaine dernière, on parlait de l'éducation. Si on avait des structures éducatives de qualité, des écoles de qualité, peut-être que les familles, elles auraient envie de se déplacer et d'aller voir ce qui se passe au Parc Sud, parce que au Parc Sud, on a quand même un parc départemental qui est très beau, on a la Défense, on a tout pour plaire, mais personne ne veut vivre ici. Donc il faut aussi se poser les bonnes questions et aussi peut-être mettre des moyens sur les structures éducatives et sur les écoles pour développer ce cercle qui est pour moi un cercle vertueux. Tout à l'heure, on parlait d'accession au logement. J'ai pas assisté à tout, mais c'est pareil. L'accession au logement au bord de la 86 et l'accession au logement, je sais pas, dans le centre-ville ou dans des quartiers prisés, c'est aussi une question intéressante à laquelle, dire aux gens, oui, vous pouvez être propriétaire, mais bon, du côté de la 86, très sincèrement, après, chacun voit midi à sa porte, mais bon, voilà, ça c'était un sujet que je voulais aussi aborder. Je vais être très rapide et très concis, je vais essayer. Mais oui, non, mais vous inquiétez pas, vous allez tous parler. Donc, quand vous parlez aussi de logement pour tous, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous entendez par logement pour tous? Là, je vais vous parler du handicap. À Nanterre, il n'y a pas le logement pour tous. Il y a des familles qui sont touchées par le handicap et qui n'ont pas de logement accessible
tout simplement. Voilà, on peut malgré, on peut je pense que vous avez parlé de barème d'attribution de points. Eh bien, figurez-vous qu'il y a certaines familles qui refusent des logements touchés par le handicap, parce que l'accès aux toilettes, par exemple, n'est pas accessible pour la personne handicapée, parce que le couloir est trop étroit pour le fauteuil. Donc, ce sont a priori des raisons valables. Elles sont considérées comme un refus par l'office municipal et j'ai des cas bien précis. Ensuite, concernant la transparence, vous avez abordé la transparence dans l'attribution des logements. Ce qu'on veut, nous, ce qui moi personnellement m'intéresse, c'est pas des chiffres qui servent à vous justifier, mais des chiffres qui servent à comprendre. Moi, que vous donniez un T2, 3 T4, 6 T5, à la limite, j'en ai rien à faire. Par contre, si vous me dites que sur, 3 T4, il y en a 2 qui ont été attribués et un où il y a eu un refus, ça m'intéresse. Si il y a un T5 qui a été attribué sur 10, là, je me pose question. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on cherche la transparence. Et pareil, quand sur les critères d'attribution, quand vous avez, il y a des familles avec des compositions familiales, avec un nombre de points, avec une ancienneté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, je vais rester sur le T5, que le T5, il a été attribué à une famille qui a une composition familiale, je sais pas moi, de 4 enfants, et qui a une ancienneté. Parce que moi, je me pose la question du T5 qui va être attribué à la personne qui n'a pas d'enfant, par exemple. Et moi, c'est ça que j'appelle la transparence. Donc, et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est très opaque et on a du mal à comprendre. J'ai bientôt fini. Ensuite, et juste pour finir, les aberrations administratives. Quand vous avez, oui, c'est très, très vite, mais ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Aberrations administratives. On a des anciens locataires qui ont des gros logements, qui ne demandent que ça, que d'aller dans des petits logements. Sauf que, en quittant leur T4 ou leur T5, ils vont payer un T2 ou un T3 pareil. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et par rapport au beau solidaire, je vous invite à aller voir en Amérique où il y a eu des dérives. Si tout le monde parle autant que vous, il y aura 10 personnes qui vont parler et 30 autres qui ne pourront pas s'exprimer. Ouais. Non, mais... Gilles, c'est juste pour répondre à la dame, parce qu'elle a dit que personne ne veut vivre dans le quartier, et je ne suis pas d'accord avec elle. J'habite ici depuis 35 ans et je n'ai pas envie de quitter le quartier. Voilà. Et vous parlez de l'éducation. Le programme est le même pour tout le monde, mais si on encadre les enfants, ils peuvent réussir. On est d'accord? Il faut surveiller les enfants et les éduquer. Et puis les assister aussi pour les cours. Ils peuvent réussir. C'est le programme est le même pour tout le monde, madame. Avant de continuer l'échange, juste sur ce que vous dites, vous avez mis le doigt sur des sujets qui sont importants et centraux. Sur le quartier du Parc, ça fait 6 ans que je suis conseiller municipal et je m'occupe de ce quartier, notamment des grands projets. Je m'occupe, c'est un grand mot. Je fais la croix de transmission entre nos conseils de quartier et ces grands projets qui sont en train d'être développés, qui ont débuté d'ailleurs avec les 3 pôles commerciaux. Mais au-delà de tout ça, je veux vous dire que oui, il y a des secteurs dans le Parc Sud qui fonctionnent moins bien que d'autres dans la ville. Et quand on regarde bien, ce que je dis à chaque fois, quand on part du rond-point de Carrefour Market au dernier rond-point, quand vous prenez toute cette part de logement, la grande majorité elle est gérée par le département. Moi, mes parents, ils viennent de Levallois-Perret. Ils sont arrivés là parce que Balkany, en 83, il a été élu à Levallois. Et en plus, il avait la présidence de l'office départemental à cette époque-là. Donc, ils s'en est aussi servi pour transformer sa ville. C'est vrai que Levallois, c'est propre, c'est magnifique, mais c'est propre sans des gens qui, entre guillemets, socialement apportaient une certaine forme de mixité. Donc, l'enjeu sur le quartier du Parc Sud, c'est comment ne pas perdre son identité, mais comment transformer le quartier, comment lancer une dynamique positive. Il est là le sujet. Et en plus, la ville, elle gère les logements, mais vraiment à la marge. Moi, quand je regarde ce qui se passe dans d'autres quartiers de la ville, comme le Petit Nanterre, je vois qu'il y a des gens hyper attachés au Petit Nanterre, je me dis honnêtement, on a de quoi croire en ce projet de transformation du quartier. Notamment le fait qu'il soit lié au 11e quartier, les Groux. Moi, je pense qu'on a là une belle marge de manœuvre et on va s'en saisir pour transformer ce quartier. Et moi, je vais vous dire, j'espère qu'on sera encore là pour le vivre. On en reparlera dans quelques années et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui seront satisfaits et heureux de vivre dans ce quartier-là, plus que maintenant. Je vais passer la parole à Inès.
Non, comme tu veux. Bonsoir. Maintenant, vous commencez un peu à me connaître parce que je prends souvent la parole dans les différents ateliers. Alors, donc le sujet du soir, c'est la mixité sociale et le logement. Je pense qu'avant toute chose, peut-être dû à mon jeune âge, j'ai pas non plus toutes les clés en main pour aborder certains sujets. Sauf que je pense qu'on n'est pas ici non plus pour jeter la pierre à l'office, même s'il y a des choses à dire. Moi, mes parents et d'autres personnes ont beaucoup de choses à dire sur l'office. On va revenir sur certains points. Le souci de transparence. On va prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, nous, même quand vos enfants passent le bac, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils mettent pas leur nom sur leur copie. Pour éviter quoi? Pour éviter qu'ils soient notés en fonction des critères qui sont le nom, l'origine, le sexe, on sait quoi. Donc, ils ont un numéro de candidat. Ce qui fait qu'il y a une égalité au niveau de la notation. Quand on parle d'anonymat au niveau des dossiers, je pense que c'est un critère très important à ajouter au-delà de l'ancienneté, parce que il y a énormément de choses à dire sur les personnes qui ont des attributions de logement et qui ne respectent pas les critères d'ancienneté, mais ça, on ne peut pas non plus jeter la pierre à la mairie, parce que vous vous doutez bien que le maire n'a pas les yeux partout. Par contre, on peut parler des candidats des partis adverses qui considèrent que la question du logement est une question de clientélisme. Et je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance d'appartenir à une ville qui ne va pas vendre ses places. Je vous dis ça pourquoi? Parce que demain, si la ville passe du côté sombre, on va dire, du côté obscur de la force, je vous ai laissé parler, madame, en communication, il y a une loi qui s'appelle la loi de la redevance. Donc moi, je vous ai laissé parler, et là, c'est à mon tour de parler, donc je termine de parler. Voilà, donc je reviens, où est-ce que j'en étais? Voilà, vous m'avez fait perdre le fil, alors que c'est dommage, il y a des choses que vous disiez qui étaient très intéressantes. Voilà, mais je peux parler? Merci, je termine. Donc, il y a un point qui était relevé, c'était le point des logements sociaux, il y en a plus qu'en 2012. C'est normal, la ville évolue. Après, il y a une question de prorata et de proportionnalité, il y a plus d'habitants qu'en 2012. Donc forcément, il va falloir maintenir le niveau de 50% de logements sociaux et 50% d'accès à la propriété. Il n'y a que notre ville qui fait ça. Vous allez voir dans les villes à côté, comme Colombes, il n'y a plus ce système-là. D'accord? En fait, c'est des villes qui préfèrent payer plutôt que de laisser le 50-50. Plutôt que de laisser le 50% de logements sociaux, 50% d'accès à la propriété. Donc après, il y a des questions, oui, il y a des choses à corriger, et on est dans un atelier où il va falloir apporter des solutions, mais à un moment donné, madame, je dis ça pour vous, mais je dis ça pour d'autres personnes, comme j'ai dit, on n'est pas là pour jeter la pierre à l'office. On peut demander à organiser une réunion pour parler de l'office. Parce que je sais qu'il y a des choses à dire, et même moi j'ai des choses à dire, et il y en a plein qui ont des choses à dire, mais on n'est pas là pour ça. Là, on est là pour trouver des solutions pour le prochain mandat, et pour éviter que la ville, elle devienne comme ces villes à côté, comme Colombes, comme Levallois, qui vendent leur place. Et vous avez parlé des quartiers, comme le Petit Nanterre, c'est un quartier de transformation, c'est un quartier qui a réussi à faire bouger les choses, mais que entre eux. Et on peut très bien le faire au quartier du Parc Sud. Et comme je vous l'ai dit à l'atelier sur l'éducation, moi je viens du Parc Sud, j'ai étudié au Parc Sud et je m'en sors très bien. Et comme vous l'a dit le monsieur, c'est une question aussi d'éducation au niveau de vos enfants. Vos enfants, ils peuvent réussir même s'ils viennent du Parc Sud. J'ai des petits frères et sœurs, ils sont au Parc Sud, ils étudient, ils travaillent et tout se passe pour le mieux. Donc il ne faut pas jeter la pierre sur un quartier, parce que c'est le quartier du Parc Sud. Nous, on est très fiers d'habiter au quartier du Parc Sud, on est très fiers d'habiter à Nanterre. C'est un quartier qui va vivre une transformation, il faut l'accepter. Sinon, bah oui, effectivement, vous pouvez aller voir dans d'autres villes comment ça se passe, et puis on se revoit dans 5 ou 6 ans, et on verra si vous avez les mêmes attentes. Bonsoir, je m'appelle Jacques Capet, je suis élu des locataires à l'office départemental, à l'office municipal de Nanterre sous l'étiquette du DAL HLM. Bon, je vais d'abord faire quelques remarques sur ce qui a été dit par Éric Lelanne, et puis après,
J'en ferai sur ce qui n'a pas été dit, parce qu'il y a ça aussi. Alors sur ce qui a été dit, c'était intéressant les chiffres qui ont été donnés, notamment ceux sur le nombre de logements sociaux supplémentaires depuis 2012. Alors on aurait pu le présenter autrement, dire qu'il y a eu 2100 logements sociaux construits et 987 qui ont été démolis. C'est ça, les chiffres. Hein. Je ne falsifie pas les choses. Ça pose quand même problème. Ça ne veut pas dire que, en critiquant, parce que je ne suis pas d'accord avec ce bilan, il n'est pas positif, ça ne veut pas dire que je considère que la mairie de Nanterre et son office municipal et les autres bailleurs sociaux sont des ennemis du logement social. Dans le département, il y a des ennemis du logement social, et notamment notre territoire. C'est les 10 villes qui entourent Nanterre, qui ont été citées tout à l'heure. Ça, ce sont des ennemis du logement social. Ils font tout pour qu'il y en ait le moins possible. Notamment, en préférant, comme l'a dit quelqu'un, payer des amendes pour ne pas atteindre le plancher qui devrait normalement atteindre, sinon dû brutalement, parce que c'est pas possible, quand on est à 3%, d'arriver à 25%, c'est pas possible en 5 ans, ça, c'est vrai. Mais il faudrait au moins qu'ils progressent. Ils ne progressent pas. Bon, ça c'est l'île de droite, ce sont des ennemis du logement social. Nanterre, c'est complètement différent. D'abord, pendant toute une période, elle était tout à fait en pointe pour la construction du logement social, et même encore maintenant, même s'il y a une inflexion que je regrette, c'est encore une des villes qui construit le plus pour les foyers modestes. Presque 1000 démolitions, si ça n'avait pas été fait, ça veut dire qu'on aurait actuellement entre 950 et 1000 logements sociaux supplémentaires. Alors tous n'auraient pas été attribués à des Nantériens, hein, il y a les employeurs, il y a la préfecture, etc., etc. Mais ça fait pas mal. Hein. Les attributions, les mutations qui interviennent, ils auraient été grandement facilités, les délais auraient été raccourcis s'il n'y avait pas eu ces démolitions. Bon, hein, ça c'est le point sur remarque sur l'exposé qui a été fait. Maintenant, ce qui n'a pas été dit, et qui est quand même surprenant, à 500 mètres des Tourailleaux, on en a à peine parlé. On en a parlé en filigrane, en subliminal. Qu'est-ce qui se passe au Tourailleaux? Ici, je pense qu'il y a pas mal d'agents du quartier qui sont au courant, plus ou moins. Ça veut dire que d'ici une dizaine d'années, il y aura 500 familles qui auront quitté le quartier, contre leur gré pour la plupart. Non. Pour la plupart. S'ils voulaient partir, ils auraient fait leur demande. La plupart des gens qui sont concernés n'ont pas fait de demande de mutation. Donc, c'est qu'ils ont au moins un certain attachement au quartier. Mais enfin, admettons que ça soit que la moitié. Admettons. De toute façon, ça veut dire qu'il y aura 500 logements sociaux de moins, puisque ça va être vendu à un promoteur privé. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui le représente dans la salle, il pourra peut-être se justifier. Mais enfin, de mon point de vue, de défenseur du logement social, notamment pour les plus pauvres, vendre des logements sociaux en bon état, même s'il y a des choses qui mériteraient d'être rénovées, transformées, etc., etc., quand on a une crise comme celle que nous connaissons, notamment à Nanterre, avec des attentes de 6 à 7 ans en moyenne, il y a un problème. Alors, on n'entre pas pour autant dans le camp des ennemis du logement social, mais ce n'est pas les amis les plus acharnés qui existaient à la direction de cette mairie il y a 20 ou 30 ans ou davantage. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, moi je vais revenir sur quelques termes que je vous ai entendu parler. Moi je peux vous dire que je suis de Nanterre Parc depuis 1985. Je l'ai vu changer, je l'ai vu s'aggraver par moments, mais là c'est vrai qu'il y a une nette amélioration. Il y a des choses encore à changer, je vous le dis sincèrement, c'est vrai, il y a des choses à changer. Mais après c'est à nous les concitoyens, à travailler dessus. C'est pas aux élus, ni aux maires, ils ont une part de responsabilité, ça je suis d'accord avec vous, mais c'est à nous de nous battre justement pour que la ville soit bien, ou qu'on se sente bien, où on peut rester et vivre tranquillement et apaisément. Moi je vois dans ma tour, personnellement, je parle de l'espérance que j'ai dans ma tour. Nous on est une amicale au 6 rue de la Paix, dans une tour de 16 étages, je ne sais plus le nombre d'appartements qu'il y a, 100 appartements. Alors imaginez, 100 appartements, il n'y en a que 5 qui nuisent à la vie de la tour.
Mais nous, en tant qu'amicale, on se bat justement à trouver des moyens pour leur faire comprendre que c'est pas pour les nuire. Si on fait ça, c'est pour que chacun se trouve bien dans cet immeuble, qu'on soit tranquille, qu'on soit pas embêté par l'un ou par l'autre. Quand vous voyez des ordures, des gens qui jettent par la fenêtre et tout, mais c'est à nous de se battre. On va pas appeler monsieur le maire ou on va appeler un élu et on va lui dire, bah, écoutez, vous venez me voir parce qu'il y a un voisin qui fait ceci, cela. Non, c'est à nous de se battre. Justement pour que notre ville, elle soit bien. Parce que moi, je vous le dis, en tant qu'Espérance, je travaille dans pas mal de... J'ai tourné sur Roye, ma maison, Nanterre, Clichy et toutes les villes. Je peux vous dire que Nanterre, c'est pas pour lui jeter des fleurs ou quoi que ce soit, je suis pas là pour gonfler les chevilles, moi. Mais je peux vous dire que c'est la seule ville qui se bat pour ses concitoyens. Pour justement maintenir les loyers pas très hauts, c'est-à-dire que, je sais plus quel mot, accessible, et puis à des loyers modérés. Et je vous assure que la mairie de Nanterre, moi je vois Rouaille parce que j'ai ma soeur qui habite à Rouaille, et je vois la différence entre le service jeunesse, vous savez quand ils envoient leurs enfants en vacances et tout ça, c'est les moins chers ici à Nanterre. Il faut vivre, je crois que des fois on est, certaines personnes quoi du moins, on ne voit pas ce qui se passe dans d'autres villes. On croit que Nanterre c'est cela, mais vivez dans d'autres villes qui sont prises par la droite ou par comment dire ça ? Parti, je vous assure, vous allez voir la différence. Moi, je vous le dis sincèrement. Après, moi, je vois, il y a des améliorations. Il ne faut pas s'effleurer. Il y a quand même moins de rodéo dans le Pablo Picasso. Maintenant, moi, Patrick, qui me connaît, bon, c'est vrai que la drogue, elle se vend à vue d'œil. On la voit jour comme de nuit. Mais là, on la voit moins. Moi, j'y suis dans mon quartier. Maintenant, ils sont partis ailleurs. Mais c'est une amélioration. Après, je pense qu'avec le changement qu'il y aura, c'est vrai qu'on va la ville, le quartier du Parc Sud, on va le voir autrement. Maintenant, ma dernière question, et je laisse le micro. Je m'adresse personnellement au service logement. Moi, je vois des familles... bon, j'ai 2 cas particulièrement, là, dans mon quartier, qui ont perdu leurs parents. La personne, c'est une jeune fille, elle reste dans l'appartement, c'est un A5. Elle a demandé un T2 ou un T3. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse laisser une personne avec un appartement où elle ne peut pas accéder à l'APL parce que le contrat de bail n'est pas son nom. Pourquoi les choses ne sont pas faites en urgence? Pourquoi ne pas travailler sur ça en urgence, mettre quelqu'un, un service qui pourrait travailler là-dessus? Voilà. Merci, bonsoir à tous. Je voulais simplement ce qui a été dit sur les touraillots tout à l'heure et sur le projet. Il y a en effet des gens qui vont être déplacés. Oui, Patrick de Galard, Aïe Fraternité. Qui vont être déplacés, mais ces gens-là, nous avons fait des sondages, parce qu'il ne suffit pas de dire des contre-vérités. On a fait des sondages, on est allé dans chaque tour pour demander aux gens s'ils seraient d'accord, etc. On a très très peu de gens qui veulent rester. Ils sont d'accord pour être déplacés au gros. Et en supplément, quelque chose qui est important, il y a une amélioration qui est importante, je l'ai déjà dit, mais il y a une amélioration au niveau de la propreté. Moi, je trouve que c'est mieux, parce que la mairie a exigé que les bailleurs rentrent les poubelles à l'intérieur des locaux. Alors déjà, le phénomène des rats a pratiquement disparu par chez nous, en tout cas. Et également, au niveau des rodéos, ce qui a été dit tout à l'heure est exact, il y a une grande amélioration, parce qu'il y a des plots de ciment qui ont été mis de façon à éviter à ce que les gens... Enfin, à ce que les gens qui sont équipés ne peuvent plus faire de vitesse. Alors, les riverains, par exemple, peuvent dormir beaucoup mieux qu'avant. Ça, je peux vous le dire, j'en entends parler régulièrement. Et autre chose, encore une fois, au niveau du projet, qui est, à mon avis, un très bon projet, les gens sont pour, puisqu'on a créé un collectif de gens qui sont pour le projet. Et je tiens à vous dire qu'on est à 408 signatures quand même. Hein. Et ça, il faut le savoir. Alors tout le monde n'est pas contre le projet, loin de là. Hein. Merci. Bonsoir, merci. Jean-Luc Borg. J'ai créé le Théâtre par le Bas en 1978, donc il y a 41 ans. Et à l'époque, effectivement, il y avait de la mixité. Et je trouve que le sens de ce projet, qui est de redonner de la mixité, est magnifique. C'est vraiment une très bonne opération de se dire, retrouvons, réinventons cette mixité qui nous manque. Alors, je crois que ça passe, c'est l'idée essentielle que je voudrais avancer, c'est bien de mettre des moyens sur l'investissement, il faut en mettre sur l'humain. La dame disait tout à l'heure, les écoles, mais tout ce qui est de l'ordre de l'humain
de l'éducation, du loisir, du ludique. On a demandé à un certain nombre d'adolescents de nous dire de quoi ils rêvaient dans ce quartier. Mais ils rêvent beaucoup de propreté, et ils rêvent beaucoup d'occasions ludiques, des endroits où ils peuvent se réunir, s'amuser. Tout ça, ça signifie qu'on fasse un effort d'investissement, pas seulement sur la pierre, mais sur l'humain. Alors, on a fait le tour, dans notre tour, le 17 allée de l'Arlequin, on a fait tous les étages avec les mamans des Pablos, avec Mohamed, là, qui est là. On a rencontré la totalité des locataires et on a soulevé la question des objets qui sont jetés par la fenêtre. Parce que quelquefois, c'est vraiment, par exemple, des grosses bouteilles d'eau pleines. C'est de quoi tuer quelqu'un. Hein. On a vu des landaux qui étaient jetés à nos pieds, quoi. On a fait le tour. Et vraiment, c'est aussi en agissant comme ça, avec plusieurs associations, comme les Mamans des Pablos, comme d'autres, que les gens se disent, attention, là, il faut peut-être que je surveille telle personne qui délire, quoi. Bon, parce que ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai que ça, voilà, comment travailler avec les jeunes, comment travailler avec les habitants pour que cette mixité avance et que l'attitude citoyenne se développe. Merci. Bonsoir tout le monde. Je voulais savoir la raison pourquoi monsieur le préfet a retiré son quota du maire. J'ai des gens qui travaillent au service du préfet et mauvaise distribution sur celui qui tenait les logements. Et donc, il a repris son quota pour pouvoir distribuer à l'ensemble des villes des Hauts-de-Seine. Parce que il y a un mois de ça, j'ai posé la question à monsieur le maire, et un haut fonctionnaire de la ville de Nanterre m'a répondu de toute façon, comme si il a confondu le préfet avec le maire de Nanterre en disant que le préfet ne donne pas de logement aux gens qui habitent. Mais c'est un préfet des Hauts-de-Seine, c'est pas uniquement de la ville de Nanterre. Donc, je voulais avoir la réponse, parce que beaucoup de fois, on pose des questions, on joue l'anguille ou la langue de bois, il n'y a pas de réponse. Merci. Bon, vous aurez une réponse, ne vous inquiétez pas. André ? Alors, qui ? J'avais vu des mains se lever tout à l'heure, par là. Oui. C'est par là. Oui, bonjour Thierry Lounis. Bon, déjà, pour moi, la chose la plus grave, c'est que... Bonjour. Déjà, pour commencer, la chose la plus grave, c'est pas le sujet de ce soir. Le plus grave, déjà, on devrait s'indigner et tous avoir des pensées. Moi, j'ai une pensée. C'est un jeune du quartier qui est mort, qui s'est fait assassiner samedi soir, à la place de la Boule. Donc, la première, on devrait tous avoir déjà une pensée. Pour moi, c'est ce qu'il y a déjà de plus grave. Bien. Et j'espère que ça ne va pas rester comme ça, oublié. Parce que ça fait déjà trop, quoi. Il y a déjà trop de morts. Bon, sinon, monsieur le maire ou le conseil municipal, monsieur les adjoints, vous nous avez parlé de clientélisme à la dernière réunion de clientélisme. Et c'est le sentiment que partagent tous les Nantériens. Après 15 ans de mandat. Vous avez parlé de ça au Montréalien. Comment vous allez apparaître crédible, vous et le conseil municipal, les adjoints, dans l'attribution des logements, après ces 15 années de mandat? Comment apparaître crédible? En plus, il y a eu des choses qui ont été faites. Vous avez envoyé le troisième œil, l'œil de Moscou, à l'office. Vous avez envoyé une nouvelle directrice. Rien n'a changé. Donc, comment? Parce que le comment, à chaque fois, on entend toujours ça, et dans toutes les réunions. Comment relever le défi? Comment favoriser la mixité? Comment la transparence? Comment l'attribution? Comment la mutation? Comment ceci? C'est que du comment. Donc à un moment donné, il faut dire, dites, on va faire quelque chose. Il y a une personne qui était là à côté de moi, elle voulait juste changer un appartement, un 4 pièces en 3 pièces. Ça fait 8 ans, elle n'arrive pas. Donc par exemple, mais il y a des tas de problèmes comme ça. Donc moi je ne vois pas comment apparaître crédible après 15 ans, l'office municipal, il est plus crédible dans la mixité, dans le clientélisme. Donc voilà, la question elle est là. Merci. Je vais peut-être commencer à donner quelques éléments de réponse. Alors tout d'abord par rapport
contingent préfectoral. Oui, monsieur, vous avez raison, le préfet a repris son contingent préfectoral en 2017. Pourquoi? Pour attribuer des logements DALO. Je ne dis pas que c'est bien, mais avant, c'était 250 logements qu'attribuait la ville de Nanterre. Maintenant, c'est la préfecture qui les attribue. Et nous nous sommes battus pour que les Nantériens déposent des demandes DALO pour que l'on puisse opposer aux propositions du préfet des propositions de Nantériens pour être logés sur les DALO. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 75% des DALO du préfet sont des Nantériens. Donc, c'est le préfet qui les attribue, mais c'est des Nantériens qui sont logés. Première information. Deuxième information. Ce n'est pas le maire de Nanterre, ce n'est pas l'adjoint à l'habitat, ce n'est même pas la présidente de l'office d'HLM qui attribue les logements. C'est une commission d'attribution dans laquelle sont présents les élus, dans laquelle sont présents les représentants de l'État, dans lequel sont présents les représentants de la CAF, dans lequel sont présents les représentants des locataires. Et donc, c'est comme ça que ça s'attribue. Et ça s'attribue en fonction de critères. L'ancienneté pour la ville, mais j'y reviendrai, les mutations, le barème, et tout à l'heure, je rassure les gens, il n'est jamais attribué de F5 à quelqu'un qui a moins de 3 enfants. Il n'est jamais attribué de F5 à quelqu'un qui a moins de 3 enfants. Donc, il y a peut-être des gens qui sont dans F5 parce que les enfants sont partis. Ça, et la question qui a été posée tout à l'heure, comment favoriser la restitution du F5 pour aller dans un logement moins grand en aidant les gens pour que ça ne coûte pas plus cher à la sortie, c'est une vraie question sur laquelle il faut que les uns et les autres se penchent. Mais ça, c'est important. Donc, autre chose. Tout à l'heure, on a dit qu'à la ville, il y avait un seul critère, l'ancienneté. On l'a décidé dans un conseil municipal dit de gestion de crise en 2006. C'est pas tout à fait vrai. Il y a un autre critère qui rentre en ligne de compte, c'est le handicap. On a identifié 2000 logements. Aujourd'hui, tous les logements neufs sont adaptés au handicap. Mais on a identifié dans les logements anciens 2000 logements qui sont adaptés au handicap. Et donc, dès que la commission handicap de la mairie de Nanterre nous signale une personne handicapée qui a besoin d'un logement adapté, eh bien, nous en gérons 20 par an. Et ces gens-là, ce sont les seuls, et c'est normal, ce sont les seuls, dès qu'un logement est disponible, ils sont prioritaires. Et ce sont les seuls qui ne rentrent pas dans le critère des 3 ans. Et je vous le dis, nous en gérons une vingtaine par an. Et en gros, la demande de gens issus du handicap, nous réglons ça sur 2 ans. Alors qu'aujourd'hui, très clairement, une demande de logement, c'est au moins 4 ans. C'est au moins 4 ans. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour essayer de clarifier les choses. Merci. Je suis sur le site demande-de-logement-social.gouv et on peut mettre la ville, on peut choisir la ville et on a le nombre de logements. On a le nombre de logements disponibles, libres, le nombre de demandes et le nombre de logements attribués. Et je comprends, je prends n'importe quel exemple. On va prendre un T4, admettons un T4. Il y a 4839 logements de libres, T4. Il y a 1632 demandes et on voit 198 données en une année, 2018. Alors, 4839 logements T4 de libres en 2018. Existants. Ah. Alors, ils mettent nombre de logements de cette commune en janvier 2018. Voilà, ils sont occupés malheureusement. D'accord. Ah, parce qu'ils ne le spécifient pas. Ils ne le spécifient pas. Alors après, quand je vois qu'il y en a... Heureusement pour les demandeurs, heureusement pour les autres. C'est pour ça que je ne comprenais pas qu'il n'y en avait que 198 qui ont été donnés. Donc c'est de logement global, existant. D'accord, très bien, merci.
Bonsoir, Serge Calice. À propos de mixité sociale, je reviens sur ce que disait Jean-Luc tout à l'heure en termes de date. En 78-79, quand il a créé le théâtre par le bas, en même temps a été créé un bâtiment qui s'appelle le foyer Maurice Ravel, dans le quartier où nous sommes. Ce quartier a été créé par l'association des Amis des jeunes musiciens. C'est une centaine de chambres d'étudiants musiciens sur les 2500 résidents étudiants sur Nanterre. Et pendant une dizaine d'années, nous avons eu le droit à des festivals de musique. Tous les ans. Les plus grands musiciens de la musique classique ont joué au foyer Maurice Ravel, situé au pied des bâtiments Égalité et Fraternité. Quand cette association a disparu, le propriétaire et gestionnaire du site a arrêté les concerts dans notre quartier. Et non seulement il a arrêté les concerts, mais il a arrêté d'entretenir le bâtiment. Et d'année en année, ce bâtiment qui héberge des étudiants musiciens à l'échelle internationale et qui sont des étudiants de top niveau en musique classique, eh bien, c'est la galère. C'est la galère pour eux, et il y en a de moins en moins. Il faut savoir qu'en Île-de-France, à part la cité de la Villette, c'est le seul en 3 comme résidence pour étudiants musiciens qui existe. Aujourd'hui, le bâtiment est totalement dégradé, mais vraiment totalement. Il y a eu des bagarres portées par les étudiants et la CNL de Nanterre pour obtenir que le chauffage fonctionne pendant des années. Sinon, le propriétaire n'avait rien à péter. Et aujourd'hui, les étudiants s'en vont et ils ne sont plus qu'une quinzaine. Et le propriétaire ferme les portes de chaque piole et il n'y a plus d'étudiants musiciens dans cette résidence. Alors que c'est le seul endroit en Île-de-France où ils pourraient habiter, sans créer de gêne pour les voisins, avec leur répétition, leur travail de la musique. Alors ma question, parce que vraiment c'est un vrai problème, comment pouvons-nous nous mobiliser, nous Nantériens, pour faire pression sur le propriétaire qui est aujourd'hui la Caisse des dépôts et consignations et l'obliger soit à revenir sur sa saloperie de casser ce bâtiment comme résidence étudiant, soit à se débarrasser du bâtiment, le vendre à un bailleur social. Et je peux vous dire, et je n'irai pas trop loin dans ce que je vais vous dire, pour ne pas dévoiler des choses professionnelles de la part de ce bailleur social, qu'il existe un bailleur social qui est prêt à le racheter pour le louer à des étudiants musiciens top niveau, avec dans leur contrat de location l'obligation de s'ingérer dans la vie du quartier, des quartiers de Nanterre, de faire de la musique tous azimuts dans les écoles de Nanterre, collèges et lycées, et autres lieux sociaux, centres sociaux en particulier, et de faire en sorte qu'ils aient des conditions de vie décentes et dignes, au loyer du logement social. Donc, je pose la question à tout le monde, comment faire pour faire pression sur ce propriétaire? Et je reste poli. Merci. Gilles. Messieurs, dames, bonsoir. Moi, je me présente, c'est Mohamed. Enchanté. Il y en a qui me connaissent. Donc, moi, en fait, je vais juste... je suis personne ici, j'habite juste à Nanterre, au parc, tranquille. Parc Sud, Parc Nord, j'habite Nord, Sud, Est, Ouest, partout. Donc, il faudrait juste qu'on recadre un peu ce dont pourquoi on est là. Parce que je trouve qu'on s'éparpille un peu. C'est des sujets importants, mais il faudrait qu'on arrête de tergiverser, en fait, il faut cibler. Donc là, on va aborder le sujet de la transparence. Et je vais passer la parole à ma consoeur qui est à ma droite, Inès. Non, c'est juste, nous on a une proposition, on aimerait que vous revoyiez les critères de transparence d'attribution parce que monsieur qui avait pris la parole juste avant, vous travaillez à l'office, n'est-ce pas? Vous êtes adjoint au maire? C'est vous, monsieur Cassou? Ok, très bien. Du coup, non mais je connais votre nom du coup. Ouais, on aimerait que vous revoyiez les critères de transparence parce que vous avez dit qui est-ce qui prenait les décisions d'attribution des logements.
Ça serait bien que ça soit quelqu'un de neutre, qui ne connaisse pas les habitants. Je pense que ça... on veut l'anonymat, justement, pour éviter toute fuite, pour éviter toute attribution non méritée et qui ne respecte pas les critères de l'ancienneté. Voilà, ça c'est notre demande pour le changement, pour le prochain mandat. Et après, pour la mixité sociale, je vous laisse réfléchir par la suite. Bonsoir. Oui, le logement est un sujet sensible, est un sujet très grave. Je suis Nadine Villain, excuse-moi. Oui, un sujet très grave. Il y en a beaucoup en France qui aimeraient bien voir le logement social disparaître. Et pour cause, nos précédents présidents, que ce soit Sarkozy ou Hollande, et maintenant Macron, ont mis à mal l'aide à la pierre. Cette aide qui était utile pour toutes les villes qui voulaient construire du logement social et qui faisait en sorte que finalement, quand nous on se retrouvait dans un logement social, le loyer n'était pas très élevé. Donc aujourd'hui, l'aide à la pierre n'existe plus. Malheureusement, c'est un drame. Mais on peut quand même féliciter la ville qui fait que on construit toujours du logement social à Nanterre. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous tous. Ça veut dire qu'on peut toujours rester ici à 2 pas de Paris. Il y a aussi un grand problème autour de Nanterre, ce sont toutes ces villes, des villes de droite, oui, il faut le dire haut et fort, qui ne construisent pas de logements sociaux, qui devraient en avoir 25%, et ce n'est pas le cas pour les Hauts-de-Seine. On va prendre Neuilly, mais il y a Marne-la-Coquette qui est encore pire, qui est un ghetto de riches, où vous avez à peine les 5% de logements sociaux. C'est scandaleux. C'est totalement scandaleux et c'est là-dessus que nous devons nous battre, nous tous citoyens, de faire en sorte que tous les alto-séquanais puissent vivre partout où ils le désirent dans les Hauts-de-Seine. Alors, Hauts-de-Seine Habitat a beaucoup de logements ici sur le parc. Moi, je faisais beaucoup de porte-à-porte ici. C'est vrai que Hauts-de-Seine Habitat ne s'est pas gêné quand Devedjian a pris la ville d'Antony ou Balkany a pris la ville de Levallois. Comme ils étaient aux manettes d'Hauts-de-Seine Habitat, ils ne se sont pas gênés pour faire venir la population qu'ils ne désiraient pas, à savoir une population pauvre. À leurs yeux, ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas les voir, les croiser dans les rues, apparemment, de ces villes. Et moi, quand je faisais du porte-à-porte, les gens me disaient, moi j'habite Levallois, moi j'habite Antony. Et je disais, ah bon, vous avez souhaité vivre à Nanterre? Non, pas du tout, on m'a obligé, on m'a pas laissé le choix. Donc voilà ce que c'est qu'Hauts-de-Seine Habitat quand même. Il faut savoir aussi qu'Hauts-de-Seine Habitat vend le logement social. Alors eux, ils ont commencé avant la loi Elan, puisque la loi Elan, Macron oblige à ce que les bailleurs sociaux vendent leurs logements sociaux. Eux, ils ont été précurseurs, ils le faisaient déjà avant. Il faut quand même aussi souligner et saluer l'Office de Nanterre qui a voté et qui a voté contre cette loi. Qui est obligatoire, mais l'Office de Nanterre a décidé de voter contre et ne vendra pas pour l'heure de logements sociaux. Il peut être obligé, non, c'est non. Non. Non, je suis désolée, non, ce n'est pas du tout la même chose, ça c'est dans le cadre de l'ANRU. Ça n'a rien à voir avec la vente de logements sociaux pur et simple. Alors pour moi, par contre, la mixité est un mot très étrange. Parce que la mixité, moi j'aurais voulu la voir d'une autre façon, c'est-à-dire en abolissant la loi Boutin et en ayant une aide à la pierre beaucoup plus importante, ce qui fait que nous serions tous locataires, tous ensemble mais locataires, donc avec des médecins, avec des ingénieurs, mais avec des ouvriers, avec des employés. Moi c'est ça dont j'aurais rêvé, pas forcément accéder à la propriété, mais malheureusement j'ai bien l'impression qu'on est obligé de faire ça, puisque cette loi Boutin, elle existe toujours, malheureusement, et que l'aide à la pierre a totalement disparu. Alors il y a aussi autre chose que je voudrais évoquer, qui est l'horreur pour certaines personnes, c'est-à-dire quand vous ne pouvez plus payer votre loyer. Quand malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup, et de plus en plus des accidents de la vie, vous perdez votre emploi, et ce n'est pas de votre faute. Beaucoup d'offices expulsent. Et ça, c'est un drame. On a parlé d'autres fois de l'éducation, eh bien ça en fait partie.
C'est-à-dire que déjà, premièrement, pour bien apprendre, il faut avoir sa chambre, il faut avoir de l'espace. Parce que pour mémoriser, il faut pouvoir se concentrer, il faut avoir son espace à soi. Alors, bien sûr, il y a le problème donc, du logement où on peut se retrouver dans 3 pièces avec 5 personnes, oui, mais il y a aussi l'expulsion. Et il y a des enfants qui vivent dans des voitures avec leurs parents. Donc il faut imaginer quand même le regard d'un enfant qui voit ses parents impuissants et ses parents aussi qui normalement doivent protéger leurs enfants mais qui n'ont pas pu le faire. Imaginez ce drame. Alors moi, ce que je demande à la prochaine équipe, je sais que c'est difficile avec les lois d'avoir un arrêté anti-expulsion, mais on pourrait faire peut-être un arrêté anti-mise à la rue. De façon à ce que les bailleurs de Nanterre, quand ils le font, enfin moi ça me bouleverse parce que j'accompagne ces personnes qui se retrouvent expulsées par la suite. Et je comprends qu'il y ait des dettes, oui je comprends, mais d'un autre côté, ces gens-là ne sont pas responsables, ce sont des accidents. Et ils auraient préféré, toutes ces personnes auraient préféré véritablement payer, oui payer. Donc moi j'aimerais qu'on regarde ces personnes autrement et d'exiger des bailleurs, que la ville exige de ces bailleurs, vous voulez expulser, soit, mais vous proposez un autre logement. On ne peut pas laisser les familles dans la rue, c'est inhumain. Au XXIe siècle, encore et toujours. Bonsoir, donc Rachid Abdouni, président de l'Institut Belbadis. Donc je suis désolé si je vais un peu plomber l'ambiance. Vous m'excuserez, mais bon, je ne sais pas par quoi commencer. Donc d'abord, vous expliquez qu'on a un office HLM et on a le service Habitat. Donc déjà, là, il y a une division. J'espère que dans le prochain mandat, il y aura un seul et même service qui s'occupera à la fois des gens qui demandent et à la fois des nouveaux demandeurs, donc dans le même service. On les dissocie, donc quand on va voir l'habitat, c'est pas l'habitat, c'est l'office HLM. Et quand on va voir l'office HLM, dit nous on n'a pas assez de contingents, donc il faut aller voir l'habitat. Donc ça, il faut clarifier, je pense. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais dire, et j'aime pas justement le signaler, mais je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui font des demandes de logement, qui ont plusieurs années, et qui, quand ils vont à l'office, sont mal reçus à l'accueil. Donc j'aimerais qu'on fasse franchement un vrai travail de fond avec l'office municipal. Je ne parle pas de l'office départemental parce que j'y ai pas à faire, mais en tous les cas, les réponses, elles ne sont pas claires, première chose. L'accueil, il n'est vraiment pas agréable quand on est en galère, et la justification des refus, elles ne sont forcément pas claires aussi. Donc il faut retravailler à ce niveau-là, pour ne pas que nos collègues qui sont à l'office municipal s'en prennent plein la tête, pour ne pas dire autre chose, parce que c'est vrai que quand on arrive là-bas, on ne peut voir personne. On demande des rendez-vous, la présidente nous dit on vous voit qu'une seule fois dans votre demande, comme si on n'avait pas d'évolution dans notre demande, et ça, c'est embêtant. Alors, je voudrais aussi parler des Touraillots, j'y ai vécu 15 ans, donc les Touraillots, c'est un beau chef-d'œuvre, mais regardez le froid qu'il y a là-dedans, il n'y a pas d'isolation, les fenêtres, il faut peut-être les revoir, à un moment donné, ok, on va transformer certaines tours, qu'est-ce qu'on fait des existants? Parce que moi, si je suis parti également des Touraillots, c'est aussi pour avoir cette fameuse mixité sociale que tout le monde souhaite ici. Mais pour autant, aux Touraillots, il y a peut-être une mixité sociale, mais il n'y a pas le confort qui va avec. Donc comment on améliore les choses? Et voilà, c'est vraiment un plan qu'il faut mettre sur du long terme. Je vous remercie. S'il n'y a plus de questions, je vais dire quelques mots. D'abord, évidemment, puisque sur le projet du quartier du Parc, on ne l'a pas exposé tout à l'heure, parce que, évidemment, l'objet de cette réunion n'était pas d'exposer le projet du quartier du Parc. On est venu exposer plusieurs fois, et pour lequel on reviendra. Aujourd'hui, d'ailleurs, a été une journée très importante, puisque cet après-midi, on était devant le comité d'engagement de Landru pour défendre
devant le comité d'engagement de l'Agence nationale de rénovation urbaine le projet du quartier du Parc Sud et celui du quartier du Chemin de l'Île, hein, puisque donc ce sont les deux grands quartiers sur lesquels il y a un projet. Évidemment, souvent, parfois, on parle uniquement de l'aspect de proposer à 500 familles d'être relogées dans le quartier ou dans un autre quartier, hein, parce que, évidemment, j'entends bien parfois qu'il y a un peu... parfois, on cherche un peu la polémique, donc plutôt que de... on a redit ici, autant de fois que ce sera nécessaire, comme ça se fait dans toutes les opérations de relogement, les gens qui voudront rester dans le quartier, les familles des Tourailleaux qui voudront rester dans le quartier, resteront dans le quartier. Voilà. Et donc ceux qui accepteront qui voudront aller dans un autre quartier, iront dans un autre quartier. C'est ce qui s'est fait au Petit-Nanterre. Patricia est là, au Petit-Nanterre. On a proposé à peu près à 400 familles du Petit-Nanterre de déménager. Il y en a qui ont voulu rester dans le quartier, ils sont restés dans le quartier, et d'autres qui aujourd'hui habitent aux terrasses, au Valérien, et dans d'autres endroits. Donc voilà, hein, pour répondre, parce qu'il ne faut pas... Alors, évidemment, on oublie de dire une partie du projet. La totalité des 17 Tourailleaux va être rénovée. Elle va être rénovée toute au plan thermique, parce qu'une des questions, une des situations actuellement, c'est que dans les Tourailleaux, il fait froid. Et l'été, il fait chaud. Hein. Les fenêtres qui sont certes très jolies, aujourd'hui, elles sont totalement inadaptées. Donc elles vont toutes être changées et toutes les tours vont être isolées. Un premier prototype est en train d'être mis au point et sera présenté avant le mois d'avril. Au mois de mars, je crois que c'est prévu que le modèle de fenêtre et de revêtement soit entreposé à l'office H&M pour que les gens qui le souhaitent puissent venir voir. Donc ça, c'est sur le quartier. Et je veux dire, évidemment, Samir l'a dit tout à l'heure, mixité dans les quartiers, on va continuer. Voilà. Et après l'avoir fait au Petit-Nanterre, après l'avoir fait au quartier de l'Université, on va le faire dans le quartier du Parc Sud et dans le quartier du Chemin de l'Île et dans le quartier Anatole France. Puisqu'on n'en parle pas, on va oublier un. Il y a 3 quartiers sur lesquels on va intervenir. Évidemment, c'est une question... Pourquoi cette question-là? Parce que Nanterre est sortie du XXe siècle avec une ville quand même relativement assez clivée. D'un côté, des quartiers assez résidentiels, le centre-ville, le Mont-Valérien, des quartiers en bordure de ruelles, et puis les quartiers où l'habitat HLM était extrêmement dominant, au Petit-Nanterre, au Chemin de l'Île, ici, 95% de logements sociaux. Alors, bien sûr, moi j'ai grandi dans ces quartiers. J'ai grandi au quartier du Petit-Nanterre, au Pâquerette, comme d'autres ici. Alors, évidemment, on se reprend l'histoire de comment les choses étaient il y a, dans les années 60, 70, même début des années 80, où dans le logement HLM, habitation à loyer modéré, habitaient toute une série de gens, des gens qui travaillaient, qui étaient des ouvriers, des employés, des agents de maîtrise, des enseignants, des fonctionnaires, des cadres moyens. Donc voilà, la mixité, elle était, la mixité au plan social, hein, c'est ça dont on parle, elle était dans ces logements dits HLM. Les lois successives ont été changées. Le premier qui l'a fait, c'est Raymond Barre. Sous Giscard d'Estaing, ils ont commencé à changer la loi concernant les logements HLM. D'ailleurs, remarquez bien, le vocable a changé. On n'appelle plus ça des logements à loyer modéré, les HLM, on appelle ça des logements sociaux. Ah, ça veut dire que c'est plus le même objet, ce n'est plus destiné à la même chose. Et depuis maintenant 30 ans, les lois s'accumulent et les dernières lois qui ont été prises renforcent encore cette démarche-là. Attribuer les logements sociaux que à des gens qui ont des difficultés sociales les plus grandes. Si on veut avoir de la mixité sociale, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir à côté des bâtiments de logements HLM, logements sociaux, des bâtiments en accession à la propriété,
qui viennent permettre de mixer dedans. Est-ce que c'est possible à faire? Oui, on l'a fait au Petit-Nanterre. Vous savez bien, le Petit-Nanterre, c'est un quartier où il y avait essentiellement de l'habitat social. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont propriétaires de logements qui sont dans le quartier. Donc, ça me semble extrêmement... C'est le projet sans doute le plus important pour Nanterre. Alors, parfois on se dit, mais pourquoi Nanterre est sorti comme ça du XXe siècle? Il y a plusieurs raisons. L'une qui est l'urgence qu'il y avait de construire dans les années 50-60. Évidemment, il fallait accueillir une partie, pas simplement les gens qui vivaient dans les bidonvilles, mais il y avait 400 000 personnes qui venaient dans la région parisienne chaque année, et il fallait construire d'urgence. À l'époque, pour une part, on ne s'est pas préoccupé de ça, on a construit des logements et pensant que tout irait. La deuxième, c'est l'EHPAD. Et votre quartier, c'est le cas. Le quartier de Picasso ici, c'est l'EHPAD qui l'a construit. L'EHPAD, qu'est-ce qu'il a fait? L'EHPAD, c'est eux qui ont construit la Défense. En 1958, quand est créée la Défense, on prend 140 hectares sur Courbevoie et Puteaux pour créer le quartier d'affaires, le quartier d'affaires de la Défense, et on prend 600 hectares à la ville de Nanterre pour installer le logement. Et donc l'EHPAD va construire les 34 tours de logements HLM que vous avez ici aujourd'hui sur le quartier du Parc Sud. Et elle va construire le quartier, les 17 tours HLM du quartier du chemin de Lille. Au chemin de Lille, c'est même complètement irréel. À Nanterre, il y a de la place à cette époque-là. Il y a des quartiers pavillonnaires autour. On aurait pu construire des bâtiments qui se mêlent avec les quartiers pavillonnaires autour. Non, on n'a pas fait ça. On a mis 17 tours qui sont en rupture entre la rue de l'Union au chemin de Lille. Vous avez d'un côté les pavillons et de l'autre côté les grandes tours à côté qui, évidemment, vivent dans un rapport qui n'est pas simple. Donc, on va continuer ce travail de mutation. La ville de Nanterre va continuer de bouger parce que moi j'écoute aussi les habitants. Quand je vais au Petit-Nanterre, je me rappelle en 2008, comme j'ai grandi dans ce quartier, des gens m'ont dit Patrick, on ne te croit pas. Tu ne vas pas changer le quartier du Petit-Nanterre comme tu le dis. Aujourd'hui, tous les gens qui sont là-bas, ils disent si Patrick, tu as changé le quartier comme tu avais pris l'engagement. Et donc on va changer le quartier du Parc Sud pour que on lui redonne le dynamisme qu'il avait, parce qu'il a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'énergie dans ce quartier, beaucoup de capacité. Il est situé dans un endroit tout à fait exceptionnel, avec un parc à côté, avec de l'emploi dedans, des équipements publics. Donc oui, on va faire ça, on va continuer cette idée d'une ville qui va plus se mélanger à l'échelle de la ville. Voilà, première chose très, très importante et sur laquelle, évidemment, il faut pas... je pense qu'il faut continuer à être entreprenant. Évidemment, c'est beaucoup d'énergie, parce qu'il faut à la fois rassurer, éviter les craintes des uns et des autres, et puis en même temps mener les actions nécessaires pour qu'on ait les financements pour le faire. Puisque, je disais tout à l'heure en aparté à Samir, le projet du parc Sud, en intégrant la reconstruction des logements, puisque comme on va démolir un certain nombre de logements et changer la nature d'un certain nombre de tours, c'est 340 millions d'euros. Donc ce n'est pas un petit projet. Voilà. Sur le quartier lui-même, puisque une partie des logements seront reconstruits au Grou ou même dans d'autres villes, c'est 150 millions d'euros, dans laquelle la ville elle-même va porter entre 45 et 50 millions d'euros. Parce qu'évidemment, on ne va pas s'occuper que du logement, ça a été dit tout à l'heure par Jean-Luc, il y a l'idée évidemment de nouveaux équipements qui manquent ou qui ne sont pas suffisamment développés dans le quartier, notamment par exemple sur la santé, où il y a un centre municipal tout à fait important, mais on manque de médecins privés, donc il faut contribuer à ça. On avait une médiathèque qui était dans le centre commercial qui vivait plus ou moins bien, donc on va reconstruire une médiathèque, une grande médiathèque pour le quartier. De même, on va amener un pôle de culture supplémentaire. Deuxième chose, ça a été un peu dit par les uns par les autres, et André Cassou a apporté, il faut bien se voir que pour ce qui est des attributions de logement, la première chose, il se libère 4% de logements par an. 4%. C'est-à-dire qu'il fut un temps où il y avait 10-12% des gens qui habitaient le logement social, qui quittaient leur logement et qui laissaient leur logement. Aujourd'hui, 4%. Si on arrête de construire à Nanterre, si on arrête de construire du logement social, le temps d'attente qui est actuellement
3 ans et demi, 4 ans pour avoir un 2 pièces quand on est un jeune de Nanterre, qu'on fait sa demande, 3 ans et demi, 4 ans, elle doublera. Donc, tous les gens, tous les candidats qui proposent d'arrêter de construire du logement social à Nanterre, j'entends même certains dire qu'il y en a trop, il faut qu'ils disent la vérité. Le temps d'attente pour avoir un logement social doublera. Est-ce que c'est faux? Mais tout à l'heure, on a dit le chiffre. Il y a 720 000 demandeurs de logement en Île-de-France. 720 000 familles. Il y en avait 400 000 en 2010. 400 000 en 2010, 720 000 aujourd'hui. Il se libère 80 000 logements par an. Donc en 2010, ils sont libérés à peu près la même chose, 80 000. 5 ans d'attente en moyenne en Île-de-France. On est passé à une situation, 720 000, ils s'en libèrent 80 000 par an. Presque 10 ans d'attente. Département des Hauts-de-Seine, 10 000 demandeurs de logement. 100 000 demandeurs de logement, 10 000 logements se libèrent par an. 10 ans d'attente. Voilà. Et on a dit tout à l'heure le temps d'attente Nanterre, 6 000 demandeurs de logement, 1000 logements qui se libèrent par an. Voilà. Donc si on ne construit pas, tous ceux qui disent on vous attribuera des logements sont des menteurs et des charlatans. Parce qu'on ne peut pas, pour attribuer les logements, il faut les avoir. Et ceux qui se libèrent, c'est 4%. Deuxième chose que je veux dire. Évidemment, quand on attend beaucoup, moi, quand j'ai eu 20 ans à Nanterre, à l'époque, on attendait 12, 15 mois, 18 mois pour avoir un appartement. En 1974. J'ai eu 20 ans en 1974. Quand on attend 12 mois, 15 mois, personne ne fait attention s'il y en a un qui attend 12 mois, 13 mois, 14 mois, 15 mois, 16 mois, 17 mois. On ne fait pas très attention. Évidemment, quand il y a une telle attente, 6 000 demandeurs pour 1000 logements qui se libèrent, tout le monde veut être certain que son dossier est traité avec équité et avec transparence. Et c'est légitime. C'est d'ailleurs pourquoi, avant, à Nanterre, au service de la ville de Nanterre, on avait des critères d'attribution qui prenaient en compte des urgences, des situations, toute une série de situations qui arrivent de la vie. Depuis 2006, 2008 exactement, devant l'ampleur de la difficulté, on a décidé qu'il n'y aurait qu'un seul critère qui est l'ancienneté, à l'exception, comme ça a été dit, des gens porteurs de handicap. Un seul critère, l'ancienneté. Et on a, c'était tout à l'heure ici, pour que les gens puissent le vérifier, on publie tous les mois à qui on attribue les logements. Le T1, il est attribué à quelqu'un qui était à quelle ancienneté. Nous sommes la seule ville en France à le faire. Il n'y a pas d'autre ville en France qui publie à qui ils attribuent les logements chaque mois. Donc, les logements, ils sont attribués. Je veux également vous redonner un ordre de grandeur. La ville de Nanterre, elle attribue entre 15 et 20 logements par mois. Entre 15 et 20 logements par mois. Donc, ça répond à la question, elle ne peut pas traiter, forcément il y a deux catégories. La ville, elle loge les gens qui n'ont pas de logement. C'est qui les gens qui n'ont pas de logement? C'est les jeunes qui vivent dans une famille, ils ont 19, 20 ans, 21 ans, 22 ans, ils font une demande. Ça, c'est la ville qui les reloge. Des gens qui sont dans le privé, le loyer, ils n'arrivent plus à le supporter parce que c'est trop cher, ils font une demande de logement, ils n'ont pas de logements sociaux, c'est la ville qui leur attribue. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de gens, c'est ceux qui sont déjà dans le logement social. Ils sont 20 000 à Nanterre. Ils font une demande de mutation. Ils ont déjà un logement social. Parce que eux, quand par exemple, ils vont changer de logement, en réalité, ils libèrent un logement social. Ce n'est pas du tout la même chose. Ils libèrent un logement social. Alors, jusqu'à maintenant, c'était un peu ambigu. Est-ce que
chaque bailleur a la responsabilité de ces mutations. L'Office HLM assumait ces mutations. Le GIREP disait à certains de ses locataires, allez voir la mairie. Il y a au moins une chose qui va changer. C'est que, à l'échelle de l'Île-de-France, les principaux bailleurs sociaux, le GIREP, France Habitation, donc le groupe du 1%, ça s'appelle maintenant Séquence, hein, c'est Domaxis, France Habitation, l'Office HLM de Nanterre, la Sablière, toute une série d'offices, la préfecture également, avec son contingent, la ville, avec son contingent, ont signé ensemble un accord pour que chaque bailleur s'occupe de ces mutations. Et maintenant, à partir du 1er novembre, chaque bailleur, lorsqu'un logement se libère, par exemple, puisqu'on va prendre ceux qui sont les plus demandés, un T4 se libère, s'il a quelqu'un qui a une mutation, une demande de mutation qui est enregistrée sur le fichier des demandeurs de logement, l'office ou la sablière peut lui attribuer ce logement, même s'il appartient à la préfecture, au 1% patronal, à la ville de Nanterre. C'est, à mon avis, une évolution très importante qui peut permettre de résoudre un certain nombre des problèmes qui étaient posés. Et que fait après l'office? L'office donnera à la ville le logement, ou la sablière donnera à la ville, elle donnera à la ville ou au préfet le logement qui aura été libéré. Donc ça, c'est en place. Il y a un seul hic dans l'affaire. Devinez quel est le seul office qui a refusé de signer ça? L'Office départemental des Hauts-de-Seine. Toujours à la pointe. Dès qu'il y a une chose positive à faire, le seul office qui ne le fait pas, c'est lui. Voilà. Donc, pour ceux qui ont comme modèle, qui rêvent ou qui accompagnent la droite, puisque nos réunions, visiblement, plaisent beaucoup, puisque je vois de plus en plus, je vois même des candidats sur d'autres listes venir assister à nos réunions. C'est donc, il doit se dire ici des choses très intéressantes, en tout cas, être des moments très importants. Mais il faut qu'il ça doit être passionnant, donc il faut qu'il reprenne ces questions-là. Le seul qui n'a pas, et malgré que j'ai interpellé le directeur et le président de l'office départemental pour leur dire, vous devez faire ça, puisque c'est le seul moyen de simplifier et donc d'accélérer les mutations que les gens ont. Alors, évidemment, sur ce domaine de la transparence et de l'équité, toutes les propositions sont à prendre. Et moi, j'aime bien cette idée que plutôt que la commission d'attribution le fasse avec des dossiers dont on voit les noms, que la commission ait le dossier, évidemment. Est-ce que si je demande à F4, il faut que j'ai un nombre d'enfants pour l'avoir, si il y a un critère dont on ne parle pas beaucoup ici, mais qui existe, hein, qui est qu'on doit avoir un loyer qui est proportionnel à ses ressources. Hein, c'est-à-dire, on ne peut pas excéder normalement 30, 35, 36% de ses ressources consacrées au loyer. Il y a par exemple des gens qui, parfois à Nanterre, demandent un logement neuf et qui malheureusement ne le prennent pas parce que, ou ne leur est pas attribué parce qu'en réalité, leurs ressources ne leur permettent pas de payer un logement neuf. Je sais que ça fait souvent réagir un de nos amis qui est présent dans la salle qui dit c'est bien les logements HLM neufs qu'on construit, mais ils sont beaucoup plus chers que les anciens. Donc, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de propositions ce soir sur cette question, mais cette proposition-là me semble une bonne proposition pour qu'on aille plus loin. De la même manière, on en parle avec la nouvelle directrice de l'Office. Je pense, et elle en est d'accord, je pense qu'il faut retravailler la question de l'accueil à l'Office avec le personnel, hein, parce que celui qui reçoit, c'est le personnel. Et donc, c'est le personnel, et donc il faut qu'il y ait un travail à l'Office sur la question de l'accueil. Elle en est d'accord, je pense que les choses vont
se mettre en place. Déjà, non seulement il y a une nouvelle directrice, il y a aussi une nouvelle directrice des attributions, donc de personnes qui gèrent les attributions. Les 3 principaux cadres du service sont partis, ça crée quelques difficultés, mais je crois que c'est une bonne chose. Et que donc on va essayer de construire. Et puis, mais, non, mais je pense que la question, c'est pas de savoir si Madame Monge ou Madame Antel, etc. C'est qu'on définisse très clairement comment on est reçu, qui est reçu, comment on est reçu, puisque évidemment la directrice ne peut pas recevoir. L'office HLM, hein, c'est 11 000 locataires. Donc évidemment la directrice ne peut pas à elle seule recevoir 11 000 locataires. Il y a actuellement, je crois, 1800 demandes de mutation, 2000 demandes de mutation. Donc évidemment, il faut définir les règles, hein, comment les uns et les autres sont... voilà. Et puis, dernière chose que je veux vous dire, c'est que sans doute c'est la question la plus importante de ce moment électoral. C'est est-ce que Nanterre va choisir de continuer d'être une ville pour tous? J'allais dire même pour toutes et tous. C'est ça la grande question. Il y a des choses à améliorer, des choses mais la grande question, c'est celle-là. Est-ce qu'on va continuer d'être une ville pour toutes et pour tous? C'est-à-dire une ville dans laquelle puissent continuer d'habiter des hommes et des femmes qui ont des petites ressources, qui sont des employés, des ouvriers, qui sont parfois sans emploi, des gens qui sont en même temps, d'autres qui sont des cadres, des professions intermédiaires, des fonctionnaires. Est-ce qu'on va continuer de cette ville-là? C'est le cas aujourd'hui. 50-50. On a dit 50% de logements sociaux, 50% de logements en accession à la propriété, en privé. Parfois occupés par des locataires, mais en privé. 50% de la population de Nanterre sont des ouvriers, des employés. 50% sont des cadres, des professions intermédiaires. 50-50. Ça paraît facile à dire, mais dans les 11 villes qui sont autour de nous, il n'y en a aucune comme cela. Aucune. Aucune. Toutes les villes qui sont autour de nous sont des villes dans lesquelles les gens qui ont des petits ou des moyens salaires ne peuvent pas rester. C'est difficile à faire, pourquoi? Parce qu'on est à proximité du quartier d'affaires de la Défense. Alors, parfois c'est une bonne chose, ça facilite la venue d'autres entreprises et Nanterre, mais bien sûr ça pousse à la spéculation foncière sur les terrains. Aujourd'hui, c'est plus cher d'acheter à Nanterre qu'à Carrière, sur Seine. Vous auriez dit ça à un Nanterrien il y a 30 ans, il aurait ri. Oui, c'est plus cher d'acheter à Nanterre qu'à Carrière. Donc la pression immobilière foncière est extrêmement forte. Et tout à l'heure, ça a été dit en une phrase par Eric, on arrive, des Nanterriens continuent de pouvoir acheter à Nanterre parce qu'on est arc-bouté avec une charte pour empêcher les prix au-dessus de 5 000 euros du mètre carré, et on est arc-bouté pour exiger qu'il y ait une partie d'entre eux qui soit même à 3 500 euros TTC du mètre carré pour que des Nanterriens au revenu moyen puissent acheter. Donc c'est ça l'enjeu. Si Nanterre renonce à être une ville pour tous et pour toutes, alors la transformation que ceux qui sont là depuis longtemps, Jean-Luc nous parlait du théâtre par le bas, il a vu comme moi, par exemple, des villes comme Puteaux qui ressemblaient à Nanterre. Hein. Puteaux, il y a 25 ans, ressemblait à Nanterre. Et ça ne peut tenir qu'avec des gens qui ont cette volonté politique-là d'en faire une ville pour tous, qui sont arc-boutés pour que le droit à vivre dans cette ville soit respecté pour les uns et pour les autres. Donc mixité étendue sur la ville, mais ville pour tous et pour tous. C'est ça la question essentielle des semaines qui vont venir et que je vois bien beaucoup essayent de brouiller pour tenter, n'ont plus d'étiquettes, sont devenus couleur muraille, on ne sait plus trop bien où ils sont, etc. Mais
il suffit évidemment de relire ce qu'ils ont écrit ou dit ces dernières années pour voir que leur projet, c'est de faire en sorte que Nanterre devienne une ville à peu près équivalente à ce que sont les villes autour, c'est-à-dire plutôt Courbevoie, Levallois, etc. Voilà, il n'en manque pas. Et à l'échelle même, je terminerai même là-dessus, à l'échelle même de la métropole de Paris, la région Île-de-France, c'est Pécresse qui dirige la région Île-de-France, la région Île-de-France a fait faire par son agence d'urbanisme une étude sur l'évolution de la métropole, de la région Île-de-France, entre 2012 et aujourd'hui. Quel était le constat de cette agence, qui est une agence régionale? C'est que les villes de l'entre-soi, donc les villes de l'entre-soi, celles dans lesquelles on ne loge que les gens qui ont un pouvoir d'achat assez élevé, sont encore un peu plus des villes de l'entre-soi qu'elles étaient en 2010. Et les villes qui logent les populations pauvres logent encore un peu plus les populations pauvres. C'est le cas de nos amis de Stein, de La Courneuve, de Pierrefitte. Il y a quelques villes, 5 sont citées, qui échappent à cette situation. Nanterre, Clichy, Saint-Ouen, Montreuil, Alfortville. Voilà. Donc, oui, on est sur un projet. Peut-être que demain, la métropole nous enviera. Peut-être que notre ville, sans être le modèle, mais sera peut-être la référence de ce qu'on peut faire dans la mixité. C'est-à-dire une mixité choisie, une mixité heureuse, où des gens à revenus divers viennent ensemble vivre dans la même ville et on veut dans les mêmes quartiers. Merci à vous. Le prochain atelier, le 10e, ce sera jeudi prochain, le 12 décembre, à 19h30, au Petit Nanterre, à la maison de l'enfance du Petit Nanterre. Comment? Alors, ce sera sur la ville qui crée, qui innove, qui invente et qui gagne, c'est-à-dire on parlera culture, sport, jeunesse et tout ce qui...